Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur les mesures de protection. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition, Movadom, Movadom Allié, Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je serai votre hôte aujourd'hui pour répondre à vos questions techniques ou aux questions que vous pourrez vous poser dans le chat. Si elles sont pertinentes, j'interromprai Aurélie pour qu'elle réponde tout de suite. Et à la fin de la session, on vous ouvrira les micros pour que vous puissiez poser en direct vos questions. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous remercier et nous encourager. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, ça se passe sur movadom.eventbrite.com. Aurélie, je te laisse prendre la parole et prendre la main sur la présentation. Ouais, pas de souci. Du coup, hop, je partage au niveau de mon diapo. Non, tu as juste à prendre Ah oui, la j'ai main en juste... haut. Ah ok. Ah, pas de Ah, souci, non, parce que... Ouais, c'est ok, marqué ça en va, haut. pas de souci. Oui, prendre le contrôle. Ok, donc il Voilà, faut que c'est je ça. clique dessus. Tout à fait. Ça marche. Désolée. Alors, Marc, si Pourtant, vous c'est pas la n'avez pas le première fois, mais... son, quittez et revenez. Je pense que les gens nous entendent bien. Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Aurélie donc Tirolois. Je suis assistante sociale. Alors, j'ai exercé essentiellement en milieu hospitalier. À l'heure actuelle, j'ai toujours un petit temps salarié dans un centre de rééducation, mais je suis en fait aussi depuis 4 ans assistante sociale indépendante. Alors, ouais, encore des problèmes de son. Ah, c'est toi qui l'écris, pardon. Alors du coup là donc je vais faire une petite présentation hein, donc sur sur la protection juridique. Alors la procédure hein, pour une mise sous protection judiciaire et les différentes mesures. Alors hop, j'enlève ma caméra parce que sinon moi je vois le diapo en tout petit et c'est pas pratique. Alors la protection juridique, alors la question qu'on se pose tous aussi, c'est qui protéger et pourquoi. Donc il y a un article du Code civil hein, qui nous dit que les personnes qui sont concernées sont des personnes dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est médicalement établie. Alors concrètement, ça concerne qui? Donc ça concerne les personnes qui ont un handicap mental, des personnes qui présentent des troubles psychologiques importants, des personnes qui sont atteintes d'une maladie et qui entraînent la perte aussi de leurs facultés mentales, des personnes également dont les facultés corporelles sont altérées, soit donc par une maladie, mais aussi, voilà, ça peut être un accident, et des personnes qui sont victimes aussi d'une dépendance aggravée, comme par exemple l'alcoolisme ou la toxicomanie. Hein. Donc ça concerne bien voilà, toutes les personnes qui sont dites vulnérables parce que l'altération de leur faculté mentale ou corporelle est médicalement établie. Ça peut être quelque chose qui a été établi de manière voilà, définitive, mais ça peut être aussi voilà, des accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, il y a ces altérations temporaires. Alors, avant de voir encore une fois hein, la procédure et les différentes mesures, il faut savoir qu'il existe aussi un dispositif hein, qui s'appelle le mandat de protection future. Alors, qu'est-ce que c'est alors, le mandat de protection future, c'est voilà, un dispositif qui est assez récent, hein, puisqu'en fait, il a été proposé dans la loi du 5 mars 2007, hein, donc la loi voilà, qui prévoyait aussi voilà, de régir à nouveau et de refondre le dispositif des protections judiciaires. Alors, que prévoit ce mandat de protection future? Alors, par contre, moi, je vois en tout petit mon diapo. Je ne sais pas comment je peux agrandir. Il faut que tu cliques dessus pour le mettre en évidence, normalement. Ouais, non, je n'arrive pas. Parce que du coup, c'est pas pratique, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre en parallèle. Alors, le mandat de protection future, désolé. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit? Donc, ça prévoit en fait qu'une personne, enfin voilà, vous, moi, hein, voilà, une personne, puisse désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter.
Cette mesure elle a pour objet d'anticiper une éventuelle perte de capacité physique ou mentale qui se traduirait donc par une mise sous tutelle ou une curatelle. Le mandataire peut alors protéger les intérêts personnels. Alors, c'est-à-dire que voilà, on peut prévoir à l'avance, sans avoir aucune altération de nos facultés, on peut prévoir à l'avance de se dire, bah voilà, si un jour, voilà, je venais à être dépendant, que ça soit voilà cognitivement ou corporellement, bah je prévois que ça se passe comme ça et que voilà, je désigne du coup, bah voilà, telle ou telle personne de mon entourage pour pourvoir, pardon, à mes intérêts. Alors, comment ça se passe? Différentes formes. Il y a deux types en fait de mandats de protection future, hein. Ça peut être un mandat qui est notarié, donc qui est établi par un acte authentique, donc chez le notaire, et qui accorde au mandataire des pouvoirs donc étendus, des actes d'administration et de disposition. On verra ce que sont ces actes après. Et un mandat sous seing privé qui là en fait est établi selon un modèle consigné chez un avocat qui limite les pouvoirs du mandataire aux actes d'administration et de gestion du patrimoine. Voilà, donc ça permet de prévoir, deux types de mandats par rapport à la protection de ses intérêts personnels si nécessaire. Alors, au niveau maintenant donc de la protection juridique, avant de voir les différentes mesures, c'est important aussi d'en connaître un petit peu la procédure. Alors, on va essayer de schématiser parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, il y a plusieurs types de procédures. Alors, on a tout à droite, ce qui est un petit peu rosé, oui, c'est noté, en fait, la sauvegarde médicale. La sauvegarde médicale, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure, en fait, d'urgence. Alors, elle est souvent en fait méconnue cette sauvegarde, mais elle permet, alors là c'est souvent des professionnels médico-sociaux qui la connaissent. Elle permet en fait voilà à un médecin de placer lui-même la personne à laquelle il dispense des soins sous un régime de protection par un simple certificat médical. Donc en fait on le voit là sur le schéma. Donc le médecin, qu'il soit le médecin traitant ou médecin d'un établissement de santé, souvent voilà c'est une personne qui est hospitalisée, donc un médecin voilà de service, de faire en fait voilà une déclaration, c'est une déclaration de sauvegarde, c'est un formulaire type au niveau du procureur de la République pour signaler que voilà la personne elle est dans un état de santé, encore une fois temporaire ou définitif, qui ne permet pas en fait de prendre soin de ses intérêts, et souvent on a des questions liées au devenir. Donc voilà, une fois que cette sauvegarde est enregistrée, on obtient entre guillemets ce qu'on appelle donc une sauvegarde. On le verra un petit peu plus en détail après. Là, ce qui est important de savoir, c'est que la procédure, voilà, elle concerne que les médecins. Alors, je ne sais pas là s'il y a des médecins sur cette conférence, mais elle concerne voilà que les médecins. Eux seuls sont habilités à faire cette sauvegarde médicale. Il n'y a pas besoin en fait de plus d'éléments. L'effet de cette sauvegarde, voilà, c'est qu'elle permet de protéger la personne logiquement immédiatement. Mais attention, ce n'est pas en fait une mesure de protection comme une tutelle ou comme une curatelle. Là, on est sur quelque chose de temporaire. Donc là, moi, je laisse de côté. Ce qui nous intéresse, c'est quand même la partie bleue. C'est-à-dire, voilà, nous, vous êtes dans le petit carré rose, on est qui? Alors, on peut être soit une personne vulnérable, soit le conjoint, le partenaire d'une personne vulnérable, un parent, donc un ascendant, un descendant, un proche, ça peut être aussi un ami, un voisin, peut-être un collègue, ou un tiers, comme moi par exemple, ou comme peut-être il y en a aussi sur la visio, des professionnels paramédicaux, ergo, kiné, ou autres. Donc voilà, nous on est dans cette situation-là où on a face à nous une personne dite vulnérable, qu'on a constaté une incapacité. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la procédure pour signaler en fait cette situation? On parle bien de signalement.
Alors, encore une fois, on essaye de simplifier, mais il y a deux possibilités. Soit la personne vulnérable est tout à fait, donc là hein, c'est la première partie tout à gauche, hein, donc la première, on a le avec hein, certificat médical circonstancié. Ouais, j'essaye de simplifier, c'est pas facile. Alors, la requête, quelle est-elle? Alors, pour faire une mise sous protection judiciaire, la procédure classique, tout à gauche, c'est en fait donc une requête qu'on envoie au niveau du juge des tutelles. Donc, cette requête, hein, c'est un formulaire qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Le plus simple, c'est d'aller sur Service Public. Au moins, on est sûr, on se trompe pas. On a vraiment voilà, les bons documents conformes. Cette requête, pour être envoyée donc, au niveau du juge des tutelles, elle doit être accompagnée voilà, de l'acte de naissance, de la personne à protéger, mais aussi de la personne, enfin, mais aussi de la pièce d'identité de la personne qui fait la demande. Et on vous dit avec un certificat médical circonstancié. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le certificat médical circonstancié, c'est un document qui est établi par un médecin, mais pas n'importe lequel, un médecin de la liste, enfin d'une liste établie au niveau donc du procureur. Donc chaque département, enfin même arrondissement en fait, a sa propre liste. Donc quand on a l'accord de la personne, ou alors qu'on a la capacité de régler ce certificat médical circonstancié, puisque ce certificat en fait coûte 160 €. Ça peut être des fois, allez, on va dire une vingtaine d'euros, un petit peu plus cher, parce que si le médecin se déplace, il va vous demander un forfait déplacement. Moi, je sais que sur mon secteur, donc moi je suis des Hauts-de-France, hein, ça je ne l'ai pas précisé, voilà, le certificat est à 160 et les médecins établissent un forfait de 20 €. Donc voilà, au total, on a 180 € qui est à régler donc par la personne elle-même ou par un membre de sa famille. Le médecin vient en fait constater l'altération des facultés de la personne, vient aussi constater, alors ça peut être et, mais ça peut être ou, hein, la dépendance physique de la personne. Et en parallèle de la requête que donc nous, personnes vulnérables ou tiers, en parallèle de nous, donc la requête que nous envoyons au niveau du juge des tutelles, le médecin expert, lui, rédige donc ce qu'on appelle le fameux certificat médical circonstancié, qu'il envoie aussi directement au juge des tutelles pour compléter la requête que vous avez envoyée. Ensuite, quelle est la procédure? Lui, le juge des tutelles, si nécessaire, il va mener son enquête. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il va convoquer la personne qui fait la demande. Il va convoquer peut-être l'entourage proche. Hein, si on parle d'une personne âgée, peut-être voilà les enfants. Enfin voilà l'entourage proche, mais aussi auditionner. Alors quand c'est possible, hein, ça souvent c'est le médecin lors du certificat médical circonstancié qui va venir préciser les possibilités. La personne vulnérable, voilà, la personne à protéger. Quand il a mené cette enquête, le juge des tutelles, il va statuer sur la protection. Alors, ça peut être un non-lieu, ça peut être, soit il se rend compte qu'au final, la mesure, elle n'était absolument pas justifiée, ou entre le moment où elle a été faite et finalement la décision à apporter, il n'y a plus lieu. Donc, dans ce cas-là, il donne un non-lieu. Soit il va proposer une habilitation familiale, hein, qu'on verra après, ou soit il va proposer donc une mesure de protection judiciaire, donc de type sauvegarde de justice, de type curatelle ou de type tutelle. Là, c'est la procédure classique et la procédure la plus simple. Donc voilà, tout à gauche. Ensuite, donc au milieu, on voit signalement. Alors signalement, c'est quoi? Alors, on est toujours cette personne vulnérable ou le tiers, hein, bien souvent c'est le tiers. On souhaite faire une demande de mise sous protection judiciaire, mais on n'a pas l'adhésion de la personne vulnérable, ou alors on n'a pas le certificat médical circonstancié parce que ça a un coût, 160 €. Donc en fait là on fait un signalement, donc c'est-à-dire que on envoie un courrier, on peut envoyer la requête aussi hein, qu'on trouve sur le service public, mais on va pas l'envoyer de ce fait-là au juge des tutelles parce que le dossier est incomplet, il manque ce certificat, on va l'envoyer au procureur de la République.
Lui, le procureur de la République, pardon, il va saisir lui-même donc un médecin expert pour rédiger ce certificat médical circonstancié. La procédure est la même. Ensuite, dès que le certificat médical circonstancié est établi, le dossier complet peut repartir au niveau du juge des tutelles et ensuite s'ensuit éventuellement à nouveau l'audition du majeur à protéger et de ses proches. Et enfin, on a le dernier cas, alors là où on est donc le tiers, travailleur social, pas connaissance, mais connaissance au niveau paramédical, donc un kiné, un ergo, etc. Qu'on ait le certificat médical ou qu'on ne l'ait pas, on va faire un signalement au procureur de la République puisqu'en fait la personne n'est pas notre conjoint, n'est pas un ascendant ou un descendant, on n'entretient pas en fait de lien stable et régulier, donc on est dans cette procédure en fait voilà de signalement, donc on ait le certificat ou pas, on envoie au procureur de la République qui après lui étudie le dossier et transmet au juge des tutelles, qui lui après poursuit la procédure et puis en fonction donne un non-lieu, une habilitation familiale, une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. Est-ce qu'au niveau de la procédure, ça va pour vous avant que je passe du coup aux différentes mesures où il y a quelque chose qui a besoin d'éclairer? A priori, ça va. Ok, bon très bien. C'est vrai que c'est pas toujours simple. On essaye de schématiser là avec ce petit schéma, mais ouais, la procédure n'est pas simple. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que on remplit la requête et après, en fonction de où on se situe, est-ce qu'on a le certificat, est-ce qu'on ne l'a pas, et donc après, où est-ce qu'on envoie ce fameux document. Alors là, c'est à part, mais voilà, moi je vous conseille toujours de l'envoyer en recommandé pour avoir une traçabilité de ce qui a été envoyé. Alors, on passe donc, on a dit, on est tout en haut là, le juge donc émet un non-lieu. S'il y a un non-lieu, forcément rien ne se passe, le dossier est classé. On peut refaire une demande de mise sous protection, quelques mois après, si on considère que l'état de santé ne va pas du tout ou les troubles cognitifs sont toujours là. Alors, je vois une question du coup. Si on passe par le procureur, doit-on quand même payer les 160 €? Alors ça, c'est une bonne question en effet. Le procureur en fait va mandater le médecin. Alors, soit il le mandate, en effet, le médecin expert il est réglé par le procureur, soit en fait au moment après de la mise en place de la mesure, si les revenus en fait de la personne à protéger le permettent, il se peut en fait que le certificat soit réglé ou qu'on récupère cette somme justement au moment du jugement. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est vrai que qui connaissent les petits filons et qui disaient non, on va faire un signalement comme ça, on va pas payer les 160 €. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. La procédure met combien de temps environ? Alors là aussi, c'est une bonne question et c'est assez variable. Alors sur certains signalements, forcément, des fois ça va vite en fonction des éléments qu'on a mis. Donc là, si on fait un signalement, il faut quand même essayer d'appuyer notre demande. On peut mettre alors il y a des pièces obligatoires, mais il y a aussi des éléments qu'on peut mettre nous-mêmes. Donc voilà, ça peut être des relevés de compte, des imprimés de crédit. Pour montrer aussi au niveau de la situation des fois qu'il y a une urgence. Au niveau de la procédure classique, alors c'est pareil, c'est variable. Si on envoie la requête, que la requête est complète, qu'il n'y a pas d'audition de la personne à protéger ou de la famille, ça peut aller assez vite. Moi, j'ai déjà vu en 1 mois et demi, 2 mois. Par contre, si la personne doit être auditionnée, la famille doit être auditionnée. Alors, au niveau des auditions, tout le monde est convoqué le même jour à la même heure. C'est en fait une audition collective. Toutes les parties prenantes dans la situation sont convoquées en même temps.
Donc c'est pour ça que ça peut aller vite, hein. C'est pas un qui est convoqué, l'autre 3 semaines après. Mais bon, toujours est-il que voilà, il faut pouvoir réunir tout le monde. Bon, on va dire que ça peut prendre du coup peut-être encore 1 mois et demi de plus. Donc c'est vrai que des fois on est quand on lance une procédure comme ça, de 3 à 6 mois, même sur un dossier où on a tous les éléments et où on a l'entourage qui a été convoqué rapidement. Souvent c'est 3 à 6 mois. Quand on est auditionné, le juge, au moment de l'audition, vous donne déjà en fait les orientations. En fait, la juge a déjà une idée en fait des conclusions qu'elle va apporter en fonction des éléments qu'elle a eus. Et ensuite, à la fin de l'audition, voilà, elle vous dit bon ben, je pense qu'on va partir sur tel type de mesure, mais je rendrai mon jugement officiel à telle date. Et vous savez que à telle date, le recommandé en fait de notification de la mesure est envoyé. Voilà. Donc, quand on revient à notre procédure, donc s'il y a un non-lieu, il y a un non-lieu. Il peut y avoir, on a dit, donc une mesure de protection judiciaire, donc sauvegarde, curatelle ou tutelle, mais il peut aussi y avoir une habilitation familiale. Hop. Alors, l'habilitation familiale, qu'est-ce que c'est? Alors, l'habilitation familiale, ce n'est pas une mesure de protection judiciaire. Hein, c'est pas une mesure de protection judiciaire, donc c'est-à-dire qu'une fois que le juge a décidé d'une habilitation familiale, il n'y a plus de contrôle par le juge, hein, contrairement aux autres mesures. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? La mesure, en fait, c'est encore une fois un nouveau dispositif qui permet de simplifier et de moderniser le droit de la famille. Alors, elle concerne on va dire, les familles dans lesquelles il n'y a pas de conflits familiaux. Voilà, des familles où alors soit il y a un seul enfant ou soit il y a une fratrie, voilà, qui s'entend très bien, où on voit qu'il y a une solidarité. Alors c'est une forme de protection, mais voilà, le formalisme est allégé parce qu'il n'y a pas de présentation de compte de gestion annuel, hein, contrairement aux autres procédures, et il n'y a pas besoin d'autorisation du juge pour l'ouverture ou la modification des comptes ou des livrets bancaires comme les autres mesures. L'habilitation familiale, donc, elle permet à une personne désignée par le juge d'accomplir certains actes pour le compte de la personne qui n'est plus en capacité de manifester sa volonté. Alors, elle est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque des représentations habituelles, donc par exemple, voilà, je pense à des procurations, ne permettent pas de suffisamment protéger les intérêts de la personne âgée. Alors, quelles sont les conditions justement pour être habilitée? Alors, la personne à protéger doit être hors d'état de manifester sa volonté et dans la possibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de son altération. Qui peut être habilité? Alors, les conjoints, donc que ça soit époux, partenaire de Pacs ou concubin, ça peut être un ascendant ou un descendant et ça peut être un frère ou une sœur. Voilà, c'est quand même assez restreint. N'importe qui ne peut pas être habilité. Voilà, on peut pas habiliter le voisin ou l'ami, même si on le voit dans certaines situations. Ils sont très très aidants. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que le juge, voilà, s'il pense que finalement il n'y a pas besoin d'une mesure de protection parce que il n'a pas besoin, lui, de contrôler annuellement ce qui est fait, qu'il n'a pas besoin de donner son avis sur certains actes, que finalement, on va dire, la solidarité familiale suffit. Il peut donner une habilitation familiale, mais c'est pas une mesure de protection judiciaire. Donc, moi, j'ai déjà vu dans le cadre de mon travail des personnes qui avaient une habilitation et au bout d'un moment, c'est vrai que ça se confond un petit peu, elles ne savent plus et elles prennent des décisions à la place de la personne. Sauf que dans toutes les mesures de protection judiciaire, le choix du lieu de vie reste de toute façon le choix de la personne protégée. Donc voilà, il faut vraiment être sûr parce que au niveau de l'habilitation familiale, c'est quand même assez restreint. Il faut il faut qu'il y ait une confiance. Il faut qu'il y ait une confiance entre les différents membres de la famille. Mais sinon, voilà, ça peut très très bien fonctionner. Alors, on en arrive là donc aux mesures de protection judiciaire. Donc, les 3 mesures de protection judiciaire. Que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Alors, la sauvegarde de justice. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, la sauvegarde de justice, c'est bien une mesure d'urgence. C'est un régime temporaire qui est mis en place en fait pour protéger immédiatement la personne qui ne peut. Oui. Tu n'as pas bougé le slide. Ah pardon. En Présentation. fait, ouais, je l'ai bougé sur moi. Ouais. Désolée. Du coup, comme je suis sur 2 diapos. Voilà. Excusez-moi. Alors du coup, oui, je vois qu'il y a une question. On avait une question aussi, ouais. Ouais. Les neveux et nièces peuvent-ils bénéficier d'une habilitation? Non. Non, non. Donc c'est Une bien habilitation uniquement familiale, ouais. époux, pax, concubins, frères et sœurs ou les enfants Ouais, ou les c'est parents. ça. Mais pas. En fait, c'est vraiment strict. C'est pas la famille au sens élargi. Ça peut pas être un oncle, une tante, même la filleule. Non, non. C'est bien cadré. Bien. Donc du coup, je reprends sur ma sauvegarde de justice. Excusez-moi de pas avoir changé la slide. Alors, c'est donc une mesure d'urgence quand une personne n'est plus en capacité, de gérer seule ses intérêts. C'est une mesure qui est prononcée pour une durée maximale d'1 an et renouvelable une fois. Alors, elle a différentes formes. Alors, je commence par la deuxième, qui est la sauvegarde de justice par voie médicale, puisque de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, ça concerne les médecins. Donc, je reviens pas dessus. Il suffit de revoir, le schéma. Au niveau de la sauvegarde de justice par voie judiciaire, elle est décidée par le juge des tutelles, on l'a vu tout à l'heure, pour une personne qui a besoin d'une protection juridique temporaire. Par exemple, une personne dans le coma pour laquelle il faut prendre des décisions. Donc c'est ça, d'être représenté pour l'accomplissement de certains actes déterminés. La sauvegarde de justice peut également être instaurée en attendant l'instruction d'un dossier de tutelle ou de curatelle. Alors moi, je le vois souvent, et notamment en milieu hospitalier, des personnes qui ont des troubles cognitifs, etc. On fait une demande de mise sous protection judiciaire, mais finalement, nous on a quand même, la personne, elle n'est pas sur un lieu de vie, elle est quand même en milieu hospitalier, donc il y a des décisions à prendre concernant le devenir, donc il se peut qu'en attendant que la tutelle ou la curatelle soit mise en place, le juge, décide d'une sauvegarde de justice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mandataire qui est déjà nommé pour justement l'accomplissement de certains actes déterminés. Donc, ça peut être, par exemple, je vous mandate en attendant que la procédure se termine pour justement, je sais pas moi, trouver un établissement d'hébergement pour le majeur, etc. Alors, la conséquence de la sauvegarde de justice, alors, il y a finalement peu d'incidence sur la vie de la personne protégée puisqu'elle conserve en fait l'exercice de ses droits. On a bien vu, c'est une mesure qui est une mesure d'urgence qui est temporaire. Donc, il n'y a pas d'incidence sur ses droits. Par contre, c'est vrai que la désignation d'un mandataire spécial pour accomplir un certain acte, du coup, le permet de plus prendre forcément ses décisions à ce niveau-là, puisque tout ce qui va être la vente d'un bien, l'utilisation d'un placement bancaire, etc. Parce que bien souvent, s'il y a une entrée en établissement, il y a des frais derrière. Donc tout ça, ça va être régi par le mandataire. Alors, je voyais sur le côté la durée de l'habilitation familiale, c'est ça. Souvent, le juge met 10 ans, sachant que, dans tous les cas, la mesure peut à tout moment, être révisée s'il y avait des conflits familiaux, s'il y avait des nouveaux éléments. Et Monique qui nous disait comment obtient-on une habilitation familiale. Alors, en fait, la requête, c'est la même. La requête, c'est la même que pour toutes les mesures. C'est le juge qui décide si c'est une habilitation familiale ou si c'est autre chose. Après, alors je sais pas si certains ont déjà vu une requête. Ça, vous pouvez aller voir après sur le service public. Au fait, la requête, vous pouvez vous exprimer. En fait, sur la requête, on vous demande, qu'est-ce que vous pensez, vous, est-ce que la personne, elle a besoin d'être assistée, d'être représentée? Est-ce que vous voyez quelqu'un susceptible de pouvoir s'occuper de ces tâches-là? Donc s'il y a quelqu'un de la famille qui est d'accord ou si vous préférez que ça soit une association extérieure. Tout ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre en fait dans la requête et ça va aider justement le juge à se positionner.
Je pense que l'habilitation familiale, c'est aussi au moment de l'audition de l'entourage où le juge va pouvoir statuer aussi voilà, sur la confiance qu'il peut accorder aux personnes qui demandent la mesure. Concernant la sauvegarde de justice, finalement, bon, on va plus être, alors souvent, sur des professionnels qui vont faire un signalement. C'est vraiment la sauvegarde va être à l'issue d'un signalement, bien souvent, parce que quand on fait une demande de mise sous protection judiciaire classique, ça veut dire qu'on a tous les éléments et donc le juge va pouvoir lui statuer assez rapidement. La sauvegarde, on va être, voilà, quand il y a quand même des actes urgents qui peuvent pas attendre ces 3-4 mois de procédure, parfois plus, parce que forcément, quand on fait un signalement, des fois, on sait qu'il y a des enfants, mais on n'a plus les coordonnées parce qu'il n'y avait plus de lien, donc ça peut être un petit peu plus long au niveau de l'enquête. Voilà concernant la sauvegarde. Alors, je change de diapo, je passe à la curatelle. Alors, la curatelle. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la curatelle, c'est une mesure de protection qui est juridique, relativement légère. Elle concerne des personnes qui sont, encore une fois, hors d'état d'agir elles-mêmes et qui ont besoin d'être assistées ou contrôlées d'une manière continue dans des actes importants de la vie civile. Alors, il y a différentes formes. La curatelle simple, donc la personne protégée peut agir seule pour les actes de la vie courante, donc elle peut gérer son compte en banque, elle peut souscrire à une assurance. Par contre, elle ne peut rien décider seule quant à la composition de son patrimoine. Elle a besoin d'être assistée par le curateur pour ces actes-là. Donc, c'est-à-dire un transfert d'argent d'un livret A à un CCB, un versement. Voilà, il faut l'aval du curateur. Alors, la curatelle aménagée, là, le juge peut choisir de modeler le régime. Encore une fois, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que tout est possible. Selon la situation, donc le juge peut alléger la curatelle et simplement, en fait, énumérer des actes pour lesquels la personne protégée, en fait, a besoin d'assistance. Donc, c'est-à-dire que peut-être dans une curatelle simple, elle aurait eu besoin d'assistance pour la composition du patrimoine. Là, dans une curatelle aménagée, c'est le juge qui va venir dire non, en fait, là, au vu je sais pas, des troubles, des maladies de la personne, on va plutôt être sur certains actes et pas d'autres. Donc, en fait, voilà, le juge aménage en fait, l'espace de liberté de la personne protégée et énumère les actes que le curateur pourrait faire seul, mais également les actes où la personne protégée aura besoin de l'assistance de son curateur. Enfin, on a la curatelle renforcée qui est juste en dessous de la tutelle. Donc là, le curateur gère à la place de la personne ses affaires courantes. Il perçoit les revenus donc sur un compte ouvert au nom du majeur et il règle les dépenses. On n'est pas encore dans une tutelle puisque la personne protégée conserve quand même ses droits civils comme son droit de vote. Mais voilà, les actes d'administration, donc elle va pouvoir les faire seule. Mais les actes de disposition, donc tout ce qui concerne le patrimoine, se feront avec l'aide du curateur. Moi, je vous l'ai pas remis dans ce diapo-là parce que ça se trouve assez facilement sur Internet. Vous tapez tableau comparatif des mesures, vous allez avoir des tableaux qui vont vous dire tutelle, curatelle, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, avec l'aide du curateur, sans l'aide du curateur. Ça, c'est des choses que vous allez trouver facilement sur Internet, notamment il y a des petits guides. Alors, je pense par exemple à Retraite Plus ou Cap Retraite. Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver que moi, je vous ai pas remis. Voilà. Alors, je regarde avant de passer à la diapo suivante, il y a des questions. Exemple pratique de la sauvegarde du cycle, le règlement des loyers, oui, qui peut provoquer. Oui, bien sûr, c'est un acte urgent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure d'expulsion, elle commence quand on reçoit le fameux commandement de payer de l'huissier de justice. Donc, en effet, ça peut être aussi un document qu'on peut joindre à notre requête pour justifier que là, il y a urgemment besoin de mesures de protection. Florence, donc dans le cas d'une habilitation familiale qui gère les dépenses, en fait, l'habilitation familiale, c'est pas une mesure de protection judiciaire. Mais en fait, les personnes qui auront une habilitation familiale, bien souvent, elles vont aussi demander à avoir procuration sur les comptes, etc., pour pouvoir gérer.
Donc, qui gère les dépenses, ça peut être le majeur protégé, mais ça peut être aussi voilà, la personne qui a été désignée dans le cadre de l'habilitation familiale. On n'est pas dans une mesure de protection judiciaire, donc après c'est à voir. Souvent on parle aussi de conseil de famille, donc souvent bah oui c'est à voir voilà comment ça a été organisé au niveau familial. Là lui le juge il a donné une habilitation familiale, mais après il laisse gérer en fait. Hein. Il n'y a pas de règle, hein, contrairement à la curatelle ou à la tutelle où là le juge que ça soit une curatelle ou une tutelle familiale, hein, on verra rapidement après. Ou quelque chose avec un organisme extérieur, la personne qui est mandataire doit rendre annuellement voilà, un compte de gestion sur les dépenses annuelles, du majeur, sur bah, aussi toutes les rentrées d'argent, enfin voilà, justifier de toutes les dépenses. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une habilitation familiale. Hein. Donc c'est un petit peu voilà, comme le conseil de famille décide. Alors, la tutelle, enfin, donc qui est bah, la mesure de protection qui est la plus complète pour les majeurs. Donc, elle concerne des personnes qui doivent être représentées. Hein, à l'inverse de la curatelle où on est sur une assistance, la tutelle c'est une représentation. Hein, ça c'est important aussi bah, voilà, de le savoir pour faire un petit peu la différence et en fonction de certaines situations de se dire bah, quelle mesure serait la plus judicieuse. Donc les personnes là ne sont plus en capacité d'effectuer seules hein, les actes de la vie civile et donc par conséquent elles perdent leur capacité civile et civique. Hein, donc une personne sous tutelle n'a plus le droit de vote. Alors là aussi, hein, la tutelle peut s'adapter. Hein, non, bon. Logiquement, toutes les décisions qui concernent la gestion de la vie courante, du patrimoine de la personne protégée sont prises par le tuteur. Mais il doit quand même solliciter l'autorisation du juge pour les actes modifiant la composition du patrimoine. En effet, c'est pas parce qu'il y a une tutelle qu'il y a toute puissance. Hein. Un majeur, je pense, alors on prend le cas quand même souvent des personnes âgées hein, qui vont en EHPAD, le tuteur ne pourra pas vendre le domicile, ne pourra pas vendre le domicile sans accord du juge. Hein. Encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. La tutelle, alors oui, je vois, le droit de vote peut être maintenu. Oui, c'est ça en fait aussi, c'est l'adaptation de la tutelle. C'est-à-dire que le juge, encore une fois, comme la curatelle aménagée, le juge peut aussi voilà, décider que bah, on est dans une tutelle parce qu'il faut être représenté, mais que voilà, au niveau des droits civiques, enfin voilà, il y a une réflexion qui permet de voter. Voilà, on est dans de l'adaptation. Hein, voilà, c'est pour ça que il est important de bien remplir la requête, hein, de mettre vraiment tous les éléments, enfin voilà, qu'on a en notre possession et bien mettre des pièces justificatives, mais aussi de se rendre à cette audition pour pouvoir être entendu. Il est possible d'avoir un tutelle avec conseil de famille. Hein. C'est vrai que c'est assez compliqué, la mesure de protection juridique, parce qu'on peut avoir un mandataire extérieur, par exemple, qui est mandaté pour bah, les besoins de la personne, mais par exemple un conseil de famille pour tout ce qui concerne les biens. On peut séparer en deux et avoir deux mandataires, un aux biens, un aux personnes. Ça se voit aussi ça dans les jugements. Donc c'est aménageable, hein, tout comme la curatelle, sachant que la tutelle, voilà, on doit être représenté et que les actes d'administration vont se faire par le tuteur seul. Hein. Là, le majeur à protéger ben, voilà, n'aura pas enfin, voilà, son mot à dire. Par contre, au niveau des actes de disposition, donc c'est toujours le tuteur qui va gérer, mais avec accord du juge. Hein, comme par exemple la vente de la maison, la vente d'un véhicule. Alors, quand il y a une mesure de protection judiciaire qui est ouverte, hein, que ça soit donc une curatelle ou une tutelle, il y a un inventaire du patrimoine de la personne voilà, qui est fait, hein, donc patrimoine mobilier, patrimoine aussi bah, immobilier, mais aussi voilà, financier. On va faire un état des lieux aussi du domicile de la personne, hein, donc voilà, ses meubles, la voiture, enfin voilà, tout ça. Donc après, chaque année, quand il va falloir, à la date anniversaire de la mesure, renvoyer le compte de gestion, donc ce que je vous disais avec les ressources
et les dépenses, il faudra aussi voilà, mettre voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été vendues dans le domicile. Voilà, et donc les sommes doivent se retrouver dans ce compte de gestion. Ça doit être cohérent. Hein. Je sais pas, moi, par exemple, on a vendu de l'électroménager, ça doit se retrouver, dans les ressources perçues par la personne. Hein, le compte de gestion, il est vraiment là, voilà, pour que chaque année, il y ait un contrôle sur ce que le mandataire, a fait pendant l'année. Alors du coup, quand le juge donc désigne, hein, on a vu un tuteur, un curateur, ça peut être voilà une personne de la famille, ça peut être plusieurs personnes, hein, on l'a vu des fois une curatelle ou une tutelle au bien et autre chose pour la personne. Donc ça peut être voilà un membre de la famille. Mais ça peut être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc par une association. Alors, je sais pas trop hein, sur votre secteur d'où vous êtes sur la visio. Moi, je sais que sur le Nord, on a par exemple tout ce qui va être la GSS de l'UDAF, hein, qui va être la plus grosse, le plus gros organisme, voilà, pour gérer les mesures. Alors, je voulais faire un petit focus hein, sur le mandataire pour que justement on puisse comprendre. Alors, le mandataire, donc ses missions, c'est d'appliquer la loi et le mandat de protection qui lui est confié. C'est de veiller au maintien et à l'exercice des droits de la personne et d'informer la personne protégée hein, sur ce qui est fait. C'est de toujours rechercher la volonté et le consentement de la personne et de favoriser son autonomie. C'est pour ça que même une personne sous tutelle, voilà, on le voit après, hein, là en orange, elle choisit son lieu de vie. Un mandataire ne peut pas imposer une mesure, enfin ne peut pas imposer en fait un déménagement, un placement en institution, parce que des fois c'est ce qu'on entend. La personne, elle veut pas aller en EHPAD, ah bon ben on va la mettre sous tutelle ou sous curatelle, elle aura pas le choix, c'est comme ça. Non non, pas du tout. Personne, elle doit choisir son lieu de vie. Le principe qui est défini par la loi. Donc, la personne protégée, elle prend seule ses décisions qui concernent sa vie personnelle. Elle est libre de ses déplacements et de ses choix. Mais c'est vrai que le mandataire regarde ce que le budget voilà, permet dans tout ce qui est loisirs, vacances, etc. La personne protégée, elle est libre de ses fréquentations, mais le mandataire, voilà, des fois peut aussi, voilà, enfin pas donner son avis, hein, mais avec comme concertation juge, voir tout ce qui concerne, par exemple, des divorces, des PACS et des mariages. On l'a vu, donc la personne choisit son lieu de vie. Et enfin, ce qui est important, la mesure de protection, elle s'arrête au décès de la personne. Au décès de la personne, voilà, le mandataire n'a plus accès au compte. Alors, je vous le dis, hein, parce qu'encore une fois, je ne sais pas qui est voilà, derrière l'écran. C'est vrai qu'on avait tendance à se dire, des fois, pour des personnes, par exemple, hospitalisées, se dire, ah ben, c'est bien, la personne, elle est sous tutelle. Bon, ben voilà, on sait qu'on a un référent. Et puis, ben, arrive, enfin voilà, au milieu hospitalier, voilà, ça arrive, hein, la personne décède. Et là, on se dit, bon, ben, je vais appeler le tuteur ou le curateur pour voir un petit peu comment on fait là en cas de décès. Souvent, il n'y a plus personne parce que le mandataire, une fois que la personne est décédée, son mandat s'arrête. Alors souvent, hein, quand même, ce qu'il faut envisager, c'est du coup de prévoir des dispositions en cas de décès dès qu'une mesure de protection est ouverte, ce qui permet à la personne de ne pas se retrouver dans une situation du coup délicate par rapport aux obsèques, puisque c'est quand même des démarches où il faut aller assez vite au moment de son décès. Alors là, je vois, j'ai dû m'absenter 2 minutes pendant la slide de la curatelle. Ouais. Alors, je voulais que je la remette, que là, moi, au niveau du focus. Si tu veux la remettre maintenant, ouais. Je pensais la remettre à la fin, mais on peut la Hop. remettre. Ouais. Alors, du coup, pour revenir rapidement donc, sur la curatelle, on est en fait sur une mesure d'assistance. Hein, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des curatelles simples et des curatelles renforcées, mais il peut aussi y avoir des curatelles aménagées. Et comme on voyait aussi sur la conversation sur le côté, ça veut dire que le juge peut aussi décider des fois de certains actes, qui vont être possibles de faire par le majeur seul. Hop. Voilà.
Donc après, voilà, mon petit focus sur le mandataire, ce qui est à savoir, notamment des fois quand c'est des tuteurs ou des curateurs extérieurs qui sont nommés parce que ils n'ont pas le plein pouvoir, c'est compliqué. Donc là, encore une fois, je vous invite à aller voir, il y a des guides sur Internet et puis il y a aussi des sites Internet qui sont spécialisés dans tout ce qui est mesures de protection judiciaire. Je pense au CREAI, donc CREAI, voilà, qui peut aussi aider les curateurs ou tuteurs familiaux. Oui, c'est ça, Carole, ça s'écrit comme ça. Aider les tuteurs et les curateurs familiaux sur l'exercice de leurs mesures, mais aussi vous permettre de voir des petits tableaux comparatifs des différences entre tutelle, curatelle et ce que le majeur peut faire et ne pas faire. Si ça peut aider à mieux comprendre. Voilà pour la présentation. Donc je reste à votre écoute là, s'il y avait des questions. Merci Aurélie. Donc là, vous avez les coordonnées d'Aurélie qui sont affichées. N'hésitez pas à les noter, à lui poser des questions par mail de préférence. Et puis, je vous invite par la suite à répondre au questionnaire de satisfaction en cliquant sur le petit texte bleu cliqué ici, qui nous permet de faire un retour à nos financeurs et qui vous permet à vous de nous proposer de nouvelles thématiques. Donc, si vous voulez, par exemple, approfondir un des sujets traités aujourd'hui sur la curatelle, la tutelle ou le mandataire judiciaire, ça pourrait faire éventuellement l'objet d'une conférence, d'une visioconférence exclusive. Je vous mets tous les liens pour les projets de Gwendoline. Donc vous avez sa chaîne YouTube, je vais mettre en ligne la vidéo d'aujourd'hui là, dans les minutes qui viennent, donc elle sera disponible dès cet après-midi. Vous pourrez revoir cette visioconférence et faire des pauses sur les slides pour prendre quelques notes. Le livre audio, coécrit avec Isabelle Palassin sur le déménagement, c'est movadhomme.com/livre. Téléchargement gratuit. Les nouveaux podcasts sur le déménagement, c'est go.movadhomme.com/podcast. Et puis, toujours l'inscription à nos visioconférences sur movadhomme.eventbrite.com. N'hésitez pas non plus à partager ce lien avec vos proches, puisqu'on a toujours des gens nouveaux qui arrivent et qui sont très, très intéressés. Notre prochaine visioconférence, donc ce sera moi, c'est après-demain, c'est jeudi, c'est comment gérer ses mails, la thématique informatique. Donc on se retrouve à 10h30. Merci Aurélie pour cette brillante visioconférence sur un sujet délicat. Et puis, si vous avez des questions, c'est sur contact@movadhomme.com. Merci encore à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Orne avec le concours de la CNSA. Merci à tous. On ouvre les micros dans quelques instants et on se retrouve jeudi. Et likez sur YouTube. Merci.